Alors, que dire de ce tome? J'ai passé un moment pas désagréable, mais pas vraiment inoubliable non plus. Si je devais noter séparément, j'aurais mis 4 sur 5 pour la romance, parce que les dramas amoureux, ça marche hyper bien sur moi. Et un tout petit 1,5 sur 5 pour le world building. Parce qu'il faut bien le dire, l'univers, ouais. Parce qu'il faut bien le dire, l'univers tient plus de la toile de fond Ikea que d'un vrai décor bien travaillé. Si vous êtes fan d'Enemies to Lovers, to Enemies to Lovers, to Enemies to Lovers, to Enemies to Lovers, allez-y, les yeux fermés, vraiment. Mais si vous espérez plonger dans un univers immersif, profond et riche, eh bien, bonne chance. Spoiler alerte, y a pas grand chose à creuser. L'intrigue, basique. Même chouïa répétitive. J'attendais une vraie montée en puissance. Une évolution des personnages, une expansion de l'univers. Et j'ai eu quoi? Le même plat que dans le tome 1. Réchauffé au micro-ondes, servi avec un brin de tension romantique en supplément. Rune et Gideon sont sympas, hein, mais leur petit jeu de cache-cache émotionnel commence sérieusement à tourner en rond. Le bon vieux « je t'aime, moi non plus », c'est rigolo, 5 minutes, mais là, on approche de l'overdose, les gars. Et puis cette sacro-sainte miscommunication, franchement, une fois, ça passe, 2 fois, on frôle la prise d'otage narrative. Heureusement, il y avait ce petit twist final, que je n'ai pas vu venir. Ça sauve un peu l'ensemble. Mais bon, c'est un peu comme trouver une frite croustillante dans un paquet tout mou. C'est sympa, mais ça fait pas le repas. Bref, j'en attendais plus, tu l'auras compris. Des personnages plus creusés, un univers qui tienne un peu plus la route. Là, j'ai eu une romance sympa, ouais, mais posée sur un décor en carton. Dommage. Et toi, tu l'as lu cette duologie? T'as eu aussi l'impression qu'on t'avait vendu une épopée et livré un épisode de télé-réalité médiévale? Dis-moi en commentaire.